Bonjour à toutes et à tous, bien sûr bon week-end, c'est le plus important et merci d'être avec nous sur BFM Business, que vous soyez à la radio en train de nous écouter tranquillement ou devant votre télé. Vous le savez, aussi sur 01 TV, bienvenue pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, bienvenue dans En route pour demain, avec au menu pour ce nouveau numéro. Eh bien, on les connaît dans les avions, eh bien, vont-elles bientôt arriver dans les voitures? Et oui, on va parler boîte noire dans les véhicules. Ce sera avec Julien Bonnet dans quelques instants. Et puis, on se projettera vers le futur, des carburants solaires pour décarboner les transports. Comment ça marche? On en parlera avec la société Synelion par visio. Et puis, Dimitri Charixis a bien de la chance quand même. Il a testé l'Audi Urban Sphere, qui est une limousine électrique. Autant vous dire que ça l'a coûté quand même un petit peu tout cela. Et puis tiens, une batterie électrique réparable en 10 minutes, est-ce que c'est possible? Je pense que oui, on en parlera avec notre invité aussi. Voilà, vous savez tout, c'est le menu de En route pour demain. Bienvenue chez nous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel. Une fois cette semaine, Pauline n'est pas avec nous. Vous la retrouverez très vite, bien sûr, dans ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités. On attaque tout de suite avec notre premier invité que vous connaissez, journaliste à BFM Business, c'est Julien Bonnet qui est là. Bonjour Julien. Bonjour François. Alors, je pense que nous allons nous intéresser à ces infos qui tournent depuis ces derniers temps, des boîtes noires installées dans toutes les voitures neuves vendues en Europe très bientôt. Mais de quoi s'agit-il? Des boîtes noires dans les véhicules? Et oui, on y arrive. En fait, c'était un package de réglementation qui avait été décidé en 2019 avec une application en 2022, donc cette année. Et donc, finalement, l'idée, c'est d'améliorer la sécurité sur les routes avec donc ce dispositif qui va en fait consister à enregistrer les dernières données juste avant un accident. Donc déjà, on rappelle, le nom officiel, c'est Event Data Recorder en anglais. Donc en français, on peut traduire enregistreur de données d'événements. Et donc, ça va vraiment permettre de conserver ces dernières données cruciales avant un accident. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte noire comme information? Qu'est-ce qu'on retrouvera, tiens? Oui, alors on va retrouver notamment la vitesse, les actions qu'il y aura eu sur les pédales, donc le frein et l'accélérateur, sur le volant, si les ceintures étaient bouclées, si le contrôle de stabilité était enclenché, le niveau aussi du régime moteur, et un point important, c'est on saura si les aides à la conduite, elles étaient enclenchées, donc notamment le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse, et aussi le freinage automatique d'urgence aussi. Aujourd'hui, c'est une fonction obligatoire sur les voitures neuves, il s'était enclenché ou non. Donc finalement, ces données, elles seront stockées sur chaque trajet avec un stockage finalement en boucle un peu continu. Donc en fait, les précédentes, les données nouvelles stockées, elles écrasent les précédentes sur un cycle d'environ 5 secondes, donc très court. Hein. Et finalement, ce qui va acter l'enregistrement de ces données, c'est un accident. Et comment on repère qu'il y a eu un accident? Tout simplement le déclenchement des airbags. Donc pour prendre un cas concret, si on a un accident bien sûr assez grave pour qu'il y ait un déclenchement des airbags, à ce moment-là, l'enregistreur va stocker finalement ce petit lot de... fige ces dernières secondes en fait, parce que c'est toujours les dernières secondes qui sont cruciales dans ce type d'accident. Mais on ne retrouve pas des images qui sont captées par la voiture ou les conversations. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Non, alors ça avait été imaginé pendant un temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les voitures elles sont bardées de caméras, donc ça permettrait finalement d'identifier assez facilement les circonstances d'un accident. Alors après, il y a peut-être qu'il n'y a pas de caméra à l'intérieur du véhicule. En général, elles sont plutôt postées à l'extérieur. C'est vrai, mais là comme on est dans l'identification des causes de l'accident, c'est vrai que déjà avoir une vue de 360 degrés de ce qui se passe autour, ça serait, ça serait une assez pratique. Importante. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui on le sait, c'est que ces images en plus elles existent, elles sont stockées par certains constructeurs pour améliorer par exemple leur système de conduite autonome. C'est juste que bien sûr il y a énormément de prudence sur ces données, elles sont stockées de manière anonyme, vous devez donner votre accord, vous pouvez éventuellement les récupérer s'il y a eu un accident, et finalement je pense que la logique aussi de l'Europe là-dessus, c'est de ne pas vouloir aussi un stockage trop lourd de données. Les vidéos ça pèse lourd, alors que là finalement c'est juste des valeurs qui seront rentrées dans un petit module avec de la mémoire morte, comme on dit, donc ça va être de la mémoire qui se fige à partir du moment où il y a l'accident, parce que c'est vrai qu'il faudra compter sur le fait qu'il n'y a plus de batterie fonctionnelle éventuellement après un accident assez lourd. Même chose pour les conversations, donc c'est le cas sur les boîtes noires dans les avions, on a les dernières conversations en général de l'équipage avant le crash, et là même chose. Les enjeux ne sont pas forcément les mêmes.
C'est vrai, avec un avion, bien sûr, et puis parfois les discussions, les conversations que peuvent avoir le commandant de bord et le copilote peuvent être cruciales. Complètement. Quant au déroulé d'un incident. C'est ça, c'est que finalement on a repris par analogie le terme, mais il y a quand même énormément de différences entre la boîte noire de l'aviation civile et la boîte noire de la voiture. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette boîte noire, elle va standardiser des données qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les voitures modernes, via le BusScan, sans rentrer dans les détails, en gros, l'organe qui stocke un peu les données qui circulent dans le véhicule, il y avait déjà la possibilité pour les autorités de récupérer ces données. On parle bien sûr d'accidents très graves où il y a du corporel, éventuellement des morts, etc. Donc finalement, c'est assez occasionnel, mais on peut avoir besoin forcément de reconstituer les circonstances exactes d'un accident. Et dans le cadre des enquêtes judiciaires, finalement, on peut déjà demander au constructeur de la voiture de récupérer des données, où il y a des experts qui sont chargés d'aller analyser tout ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de standardisé où on dit au constructeur, nous, il nous faudra telle donnée sur tant de secondes. Et bien sûr, le truc à rappeler, c'est qu'on a vu ça circuler, que c'était obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues depuis le 1er mai. Donc, je n'ai pas besoin de vous rassurer parce que finalement, c'est quand même une mesure qui va dans un sens d'amélioration de la sécurité. Mais finalement, pas du tout. C'est à partir du 6 juillet prochain, donc 2022, et sur les nouveaux modèles homologués. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, en tout début... Il faudra que le véhicule ait été prévu pour ça. C'est ça. En fait. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, même des voitures qui vont sortir cette année, donc on considère comme toutes neuves, par exemple le futur SUV de Renault, donc qui s'appellera l'Austral, finalement ils l'ont déjà homologué. Donc il n'aura pas cette fonctionnalité. Il n'aura pas cette fonctionnalité. C'est-à-dire que toutes les Tesla qui existent n'auront pas cette fonctionnalité. C'est ça. Toutes les voitures neuves de 2022, en fait, elles sont pas concernées. Conçues après juillet. Voilà, c'est ça. Vous allez voir le régulateur européen avec votre dossier. Donc finalement, pour rester chez Renault, l'exemple serait par exemple la nouvelle Renault R5, la R5 électrique. Donc elle est prévue pour 2024-2025. Donc elle sera... Renault l'a pas encore fait homologuer. Donc comme l'homologation va arriver après juillet 2022, il y aura besoin d'avoir cette boîte noire. Et sur tous les véhicules neufs, il y a un laps de temps supplémentaire, c'est-à-dire que ce sera 2024. Donc une voiture qui est vendue neuve cette année, elle n'a pas besoin de la boîte noire. Mais si le constructeur veut continuer à la vendre en Europe en 2024, il faudra qu'elle en dispose. Donc il faudra réhomologuer des véhicules anciens qui seront neufs, c'est ça? Réhomologuer, pas forcément, mais en tout cas, pour être commercialisé, il faudra qu'il dispose de la boîte noire. Et on précise aussi, parce que c'est important et ça a circulé, normalement, ça ne concernera pas les véhicules d'occasion. C'est assez logique, parce qu'on imagine mal, par exemple, équipé d'une boîte noire, une vieille Clio qui n'aura pas toutes les données à mettre à l'intérieur. Donc non, c'est exclu. Normalement, l'occasion sera pas concernée. La question qu'on peut se poser, Julien, est-ce qu'il y aura un surcoût qu'on va supporter, nous? Alors, en fait, les constructeurs relativisent que finalement, c'est quand même c'est stocké à l'intérieur d'un module qui, en fait, sert au déclenchement des airbags. Oui. Donc qui existe peut-être déjà. On a vu des montants circuler, une centaine d'euros peut-être pour le dispositif en entier, mais je ne m'avancerai pas sur un montant. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sources de hausse des prix, et celle-ci, pour le coup, je pense qu'elle peut être globalement limitée. Après, c'est vrai que dans le contexte de la pénurie de semi-conducteurs, c'est plus ça, c'est voir quelles puces seront nécessaires. Normalement, c'est peut-être pas non plus des puces de très haut niveau, mais on a vu que sur des simples commandes d'essuie-glace ou de rétroviseurs, il y avait déjà des problèmes dans la filière, donc on va pas trop s'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que ça arrive à un moment, on va dire, un peu compliqué quand même. Voilà, et c'est pour ça qu'on le rappelle, nouvelles homologations, donc normalement pas avant 2023 sur vraiment des nouveaux modèles. Normalement, il n'y a aucune obligation en tout cas de l'installer dès 2022 sur les voitures neuves. Voilà, très intéressant. Peut-être bientôt, donc, enfin forcément bientôt, une boîte noire, en tout cas une petite boîte noire dans tous les véhicules. À suivre donc. Merci Julien, tu restes avec nous. Avec plaisir. On accueille tout de suite notre invité en visio et on va parler de carburant solaire. À tout de suite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons toujours avec Julien Bonnet, notre invité via Skype. Il s'agit de Gianluca Ambrosetti, qui est le fondateur de Synelion. Bonjour Gianluca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Zurich, c'est ça? Exactement, je suis à Zurich. Parfait. Synelion qui produit des carburants solaires pour décarboner les transports. Alors, vous allez être obligé de nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous faites chez Synelion, Gianluca? Expliquez-nous. Alors, j'essaie d'expliquer rapidement ce que je fais chez Synelion. Alors, Synelion a en fait la vision de produire des carburants synthétiques renouvelables. Donc, ce sont en fait des carburants qui sont identiques à ceux qu'on a aujourd'hui dans les voitures et dans les avions, mais faits de façon renouvelable. Alors, ce sont un peu magiques, mais en fait, il y a des processus pour le faire. Et pour ce
visualiser un peu pratiquement ce que ça veut dire, de façon simple, c'est un peu comme l'inversion de la combustion. Donc, quand on brûle un carburant, on le brûle, il y a de libération de l'énergie, de chaleur pour faire aller un moteur. Et comme produit chimique, il y a la CO2 et la vapeur d'eau. Nous, on prend le CO2 et la vapeur d'eau, on met de l'énergie dans un processus et on obtient les carburants qui sont, vu que la production est circulaire, donc je produis le carburant sur la même échelle temporelle dans laquelle je l'utilise, alors le cycle, c'est neutral. Naturellement, il faut beaucoup d'énergie. Il faut mettre dedans l'énergie qu'on sort quand on utilise les carburants. Et cette énergie, nous, on le fait avec le solaire, avec la chaleur solaire. Très bien, Julien. Oui, la vocation de ces carburants, c'est plutôt de se tourner vers la voiture ou les avions? C'est surtout par l'aviation, parce que l'aviation, c'est le secteur qui est plus difficile à décarboniser. Alors la voiture, sûrement pour les longs trajets, les batteries, ça peut être difficile. Pour les camions, c'est aussi un peu plus challenging. Mais on peut faire beaucoup avec l'électrification. Par contre, dans l'aviation, surtout les parcours à longue distance, on n'arrive pas à décarboniser. Aujourd'hui, avec les technologies électriques, c'est aussi très difficile avec l'hydrogène. Et là, ce qu'on voit, notre centre, vraiment l'aviation, la décarbonisation de l'aviation. Ah, on parle justement, quand on évoque l'aviation, d'une espèce d'hybridation, un peu comme les Prius, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait de l'électricité et du thermique. Voilà, on peut imaginer que pour décoller, on aurait l'électricité, parce qu'il faut beaucoup de puissance. Et puis après, pour planer, où parfois ça nécessite moins d'énergie, là, on pourrait faire appel à du carburant. Mais vous en êtes où dans la fabrication de ce carburant qui est révolutionnaire, hein, Gianluca, on est d'accord? Ça existe, ça fonctionne. Où en êtes-vous? Alors, nous, personnellement, on est dans la phase on termine le scale-up industriel, donc on commence à voir les premiers composantes fondamentales à l'échelle industrielle. Et l'année prochaine, on va construire vraiment la première installation de A à Z qui permettra de produire les carburants. Je veux aussi ajouter un commentaire, ce n'est pas la seule façon de faire. Alors, naturellement, je vais faire un peu de promotion pour mon parcours, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a des autres approches qui permettent d'obtenir des carburants renouvelables, comme les voies biologiques. Alors, les biocarburants les premières générations, ils ont été faits un peu mal, ils ont eu beaucoup de compétition avec l'agriculture et comme ça, mais on peut le faire bien, on peut le faire de façon vraiment renouvelable. Et la même chose, c'est avec des parcours électriques ou avec l'électrolyse, on produit de l'hydrogène et on peut arriver à des carburants synthétiques renouvelables. Et nous, on le fait, disons, de façon thermique. Je voulais seulement dire, parce que naturellement, c'est toujours normal de mettre un peu le propre parcours de bon, mais il faudra aussi les autres et il nous faudra beaucoup pour arriver vraiment à la décarbonisation. Oui, j'imagine aussi qu'il y a une affaire de coût parce qu'on le voit, hein, l'aviation, le carburant représente une part importante hein, des dépenses hein, d'une compagnie aérienne. Est-ce que vous pensez pouvoir résoudre cette équation d'un carburant propre, en tout cas plus propre, mais bon marché? C'est possible? Oui, absolument. Ça vraiment, c'est notre objectif, c'est d'arriver à produire le carburant avec des coûts qui sont comparables avec les coûts qu'on a aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, parce que alors, il y a 6 mois, c'était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, le prix des carburants sont montés pas mal. Et donc, je commence ça parce qu'en fait, c'est important de comprendre. Il coûtera plus cher. C'est plus cher de ce qu'il y avait avant quand le pétrole était à $30 le barrel. Mais en fait, ce n'est pas tellement plus cher qu'il n'est pas payable. Ça, c'est vraiment une mission qu'on a. On doit arriver, nous, même notre compétiteur, à produire des carburants que la société et l'économie arrivent à payer, parce que sinon, personne ne volera plus. Non, ça coûte 10 fois ou 20 fois plus qu'aujourd'hui. C'est pas seulement soutenable. Ça n'a pas de sens, vous avez bien raison. Très intéressant. Merci pour ces explications de Gianluca Ambrosetti. Rappelons que vous êtes fondateur de Synelion. Ça s'écrit S-Y-N-H-E-L-I-O-N si vous voulez en savoir plus hein, et aller voir un peu sur le web ce que ça donne. Merci beaucoup Gianluca et vous restez avec nous. La suite d'En route pour demain avec notre essai. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai.
Alors, notre essai de la semaine n'est pas tout à fait un essai, puisque, en fait, le véhicule que va nous présenter Dimitri n'existe pas encore. Il s'agit encore d'un concept. C'est le concept Audi Urban Sphere. Vous allez voir, c'est du très haut de gamme. Dimitri va nous faire visiter ce concept très prometteur tout de suite dans cet essai. Et voilà, ça c'est de l'entrée en matière. Vous remarquez le petit tapis rouge virtuel qui m'invite directement à entrer dans cette énorme voiture. On va vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le nouveau concept d'Audi. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument gigantesque. Après Skysphere et Grand Sphere, Audi présente son nouveau concept, la dernière partie de sa trilogie Sphere avec Urban Sphere. Un énorme véhicule de 5,50 m de long qui n'est pas du tout sur les standards, on va dire sportifs, qu'il avait présenté avec ses deux précédents concepts, mais sur un véhicule du segment D beaucoup plus imposant. L'idée d'Audi avec cette trilogie autour de la sphère, c'est de présenter ce qui sera en 2025 le prochain véhicule haut de gamme d'Audi, a priori la successeur de l'A8. Mais quand on voit ce qui est derrière nous, on se dit qu'il y a quand même une marge entre l'A8 actuelle et celle qui devrait prendre la route en 2025. Et hop, on rentre tout de suite dans cette Audi Urban Sphere. Et nous voilà à l'intérieur du coup de cet immense bébé. On a rarement vu autant de place habitable dans un véhicule. Et c'est justement ce qu'Audi a voulu faire avec ce nouveau concept. Alors comment ça se passe dans cette Urban Sphere? On est donc dans une position très très confortable. On a en face de nous deux écrans, enfin chacun a son écran, avec une reconnaissance visuelle, deux caméras qui peuvent directement reconnaître les zones de l'écran sur lesquelles on regarde. Et ensuite, en fait, on peut tout simplement profiter. Tout est fait à l'intérieur de cette voiture pour qu'on profite, pour qu'on se relaxe, pour qu'on se détende. Bref, pour qu'on ne voit pas le temps passer, et c'est normal, c'est une voiture qui a une autonomie de niveau 4 et qui donc invite à se relâcher, à se délasser et surtout invite aussi parfois à travailler. C'est pour ça qu'on a aussi une table de travail qui est juste là. On peut connecter son smartphone, on peut évidemment profiter de l'écran qui est là. Bref, c'est un outil de travail autant qu'un mode de repos. Voilà, c'est ce genre de petites coquetteries qui font que l'Urban Sphere n'est pas un concept comme les autres. On a donc la table qui se surélève, la possibilité de se servir un peu d'eau ou un petit thé, et donc de profiter, de discuter avec son voisin, collègue, bref, de profiter en fait de cet énorme intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a pas la version définitive du concept. La version qui sera présentée au Salon de Pékin, elle dispose en plus d'un très grand écran OLED qui va venir par-dessus et qui va descendre pour en fait se présenter devant nous et pour permettre aux passagers arrière de profiter. Il me semble que ça va être un écran de plus de 50 pouces, donc de profiter d'une petite séance vidéo à l'arrière de cette voiture. On passe maintenant à l'avant du véhicule. Alors bien sûr, il est un petit peu moins spacieux, mais toujours très intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que la première chose, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas de volant. Alors en réalité, il y en a un, il est caché à l'intérieur de l'habitacle et il va sortir lorsqu'on aura besoin de conduire. On rappelle bien sûr que c'est un véhicule d'autonomie de niveau 4. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des projecteurs, toutes les informations sont projetées juste devant nous. Alors là, le système, on ne le connaît pas très bien, donc on va pas toucher à tout, on va laisser faire comme ça. Mais globalement, on a les deux pédales qui vont bien, le volant qui va sortir, et on est dans une position là aussi très très confortable, avec quelques petites subtilités qui n'existent pas sur les voitures actuelles. Encore une fois, c'est un concept. L'aboutissement de ce concept, il devrait arriver en 2025, et pour le moment, c'est quelque chose, on va dire, de très idéalisé. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Notre rendez-vous en région, direction Bordeaux, découvrir gouache. Alors ça n'a rien à voir avec de la peinture. Alexandre Valette est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ou peut-être que c'est un rapport, non, je pense pas quand même. Non, c'est avoir la gouache, c'est un peu une expression... Oui, parce que la gouache c'est aussi de la peinture, je crois, non? Oui, avec un E, nous on n'a pas le E. Vous n'avez pas de E, c'est ça. Et Alexandre, vous êtes fondateur de gouache, vous êtes à Bordeaux. C'est ça. Merci d'être venu nous voir. Si vous êtes avec nous à la télé, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec une batterie, puisqu'en fait, vous êtes spécialisé dans les batteries pour tout ce qui est micro-mobilité, donc trottinette, vélo, etc. Scooter peut-être aussi ou... On commence les scooters bientôt. Les scooters. Et vous partez de ce constat que ces batteries, évidemment, s'usent au bout d'un moment. La plupart du temps, elles sont détruites.
dès qu'elles sont usées, parce que voilà, bah vous les réparez, ces batteries qui commencent à être un peu fatiguées en quelque sorte, qu'elles perdent leur capacité, vous les reboostez en quelque sorte, c'est ça ? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle façon de fabriquer des batteries qui permet de faire ça. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les batteries, elles sont faites de manière vraiment irréparable. Donc tous les éléments sont soudés entre eux, il y a des fils partout, de la colle, des adhésifs. Ce qui fait que si vous voulez réparer la batterie, il faut 3 heures, du matériel, quelqu'un de spécialisé, c'est dangereux. Alors, bref, personne ne le fait, quoi. Aujourd'hui, c'est l'immense majorité des batteries, des trottinettes, des vélos, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces batteries perdent en capacité, ce qui est normal, c'est le cycle normal de vie d'une batterie. Qu'est-ce qu'en font à la fois les possesseurs de flotte de ces trottinettes ou de ces vélos? Qu'est-ce qu'ils en font? Actuellement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est-à-dire que l'état actuel d'une batterie de micromobilité, c'est quand même du jetable. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une batterie, si on peut expliquer en 2 secondes, c'est constitué d'un élément qui est identique pour toutes les batteries, c'est les cellules lithium-ion, donc c'est comme des piles. Et ces cellules lithium-ion, c'est elles qui vieillissent au fur et à mesure des charges et des décharges. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est que dans une batterie de micromobilité, quand elle ne marche plus, il n'y a que 3-4 cellules qui ne fonctionnent plus, mais toutes les autres sont encore bonnes. Et comme c'est irréparable, on est obligé de tout jeter au lieu de faire la manipulation de changer juste les cellules, quoi. Donc, quand on estime qu'une batterie n'est plus bonne à partir de combien? 80% de... Après, ça descend assez vite, c'est-à-dire que c'est comme une chaîne, donc il y a un maillon qui casse à un moment. D'accord. Mais les autres maillons sont indépendants et peuvent tout à fait continuer à fonctionner. Mais par exemple, je ne sais pas moi, les possesseurs de ces flottes de trottinettes ou de vélos estiment qu'une batterie est plus bonne à partir de combien? De 80% de sa capacité? 70? C'est quoi En général, c'est 70, c'est la limite inférieure. D'accord. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de batteries qui n'atteignent pas ces 70, qui n'atteignent pas le cycle normal, c'est-à-dire qu'ils ne font pas autant de cycles que prévu. D'accord. Qui vieillissent plus vite en fait. Tout à fait. C'est ça? Parce qu'elles ont mal été fabriquées, parce que... ça reste de la chimie au niveau de la cellule, et donc il y a des petites variabilités à l'intérieur qui font que... la température... Exactement, et qui font qu'au fur et à mesure de l'usage, il y a des grosses variations qui se créent à l'intérieur du pack, et il y a certaines en fait qui vont tomber en panne. D'accord. Donc, je repose ma question, ces batteries-là, on les enlève de la trottinette et on les brûle? Voilà, à l'heure actuelle, il y a plusieurs procédés, mais le principal, celui qui fait 99% des batteries, c'est la pyrométallurgie. Et donc c'est un gros bain de fusion dans lequel on met toutes les batteries. Comme Terminator, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a des traitements chimiques, etc., pour récupérer les différents éléments, mais pour atteindre des grandes puretés, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on peut imaginer que ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que la fusion... c'est quand même assez chaud, et puis il se dégage des émissions de cette combustion en quelque sorte. Donc c'est pas top pour la nature, on va dire. Vous, quel est votre concept? Alors racontez-nous. Alors le concept en fait, c'est de se dire que à partir du moment où on a remarqué qu'il y a que quelques éléments qui vieillissent de manière prématurée, il serait bien en fait de pouvoir redispatcher les cellules à l'intérieur des packs pour les rééquilibrer. Et en fait, c'est comme une défragmentation de votre disque, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous utilisez votre ordinateur, votre disque dur, il y a des trous, il faut redispatcher les cellules de manière cohérente. Et nous, on a créé une plateforme une façon de fabriquer les batteries qui permet de faire ça rapidement. D'où le côté réparable en moins de 10 minutes, c'est-à-dire que là, en manipulant les cellules assez facilement, on peut retirer la partie électronique et après, on a accès à la partie chimique des batteries, donc on peut dévisser notre batterie et remplacer que les éléments qui posent problème. Et une fois qu'on a remis les vis, en 5 minutes, ça repart sur pour tous ceux qui sont avec nous en radio, on décrit ce qui se passe. À la télé, c'est simple. Donc, vous avez une multitude de petites piles qui sont avec des composants, des cartes électroniques, etc., qui sont reliées l'une entre elles. À partir du moment où il y en a une ou deux qui ne marchent plus, forcément, la capacité de la batterie baisse. Ouais. Dès que vous avez par exemple, sur cette batterie-là, qui est une batterie de vélo, vous avez une cellule qui tombe en panne, vous perdez 25% immédiatement de votre capacité. Non, c'est pas vrai. Alors que ça représente qu'une petite batterie ne représente pas 25% du nombre de batteries qu'il y a. Non, mais par contre, c'est en gros, celle-là, par exemple, c'est 10 étages de 4 cellules. Et donc, si vous en perdez une, il y a un étage qui se retrouve avec que 3 éléments et c'est 25% qui partent. D'accord. Et donc, vous arrivez à détecter le mauvais élève, en quelque sorte, le canard boiteux, parmi toutes ces petites batteries. Et comment faites-vous ça? C'est quoi? C'est de l'IA? Alors, on n'en est pas encore à l'IA, il n'y a pas besoin de faire de l'IA pour faire ça, mais par contre, on a dû développer ce qu'on appelle une carte électronique
qui permet de vraiment regarder justement la capacité de chacun des étages de la batterie et de nous indiquer lequel pose problème. Et donc en fait on a développé notre propre carte électronique qui permet de faire ça et qui est connectée. Comme ça on a une vision en permanence du parc de batteries qu'on opère. Très bien. Alors, est-ce que c'est un surcoût, en fait, cette technologie par rapport aux batteries? Parce que pour que voilà, les loueurs ou enfin, voilà, tous ceux qui gèrent tous ces moyens de locomotion, que ce soit les trottinettes ou les vélos, puissent être intéressés par votre techno, il faut que ce soit pas trop cher non plus, non? En fait, si on compare avec une batterie équivalente asiatique, il y a un léger surcoût, mais notre modèle, en fait, il est sur le long terme. Donc, sur le long terme, okay, c'est plutôt moins cher qu'une batterie normale, puisque une batterie normale, dès qu'il y a un élément qui pose problème, il faut tout remplacer, donc racheter une batterie, alors que là, il faut remplacer qu'un élément. Donc, c'est beaucoup moins cher sur le long terme. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est aussi des modèles en leasing aux opérateurs. Comme ça, en fait, on propose une solution clé en main où on s'occupe de tout. On internalise les réparations, le recyclage, et eux, ils payent un frais fixe mensuel par mois. D'accord. Vous en êtes où dans l'industrialisation de ce concept? Justement, ça commence déjà. C'est-à-dire qu'on opère une ville avec un des opérateurs français de micromobilité qui s'appelle Pony. Et là, actuellement, il y a des vélos sur une ville française qui tournent uniquement avec nos batteries. Alexandre Valette, merci beaucoup. En route pour demain qui est terminé. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme chaque semaine. On sera là le week-end prochain sur BFM Business Radio Télé, sur 01 TV. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et à la semaine prochaine. À bientôt. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.